Saïf Kadhafi, le fils de l'ancien guide libyen froidement assassiné. Tu veux découvrir les commanditaires de ce coup. Je vous laisse regarder cette excellente analyse de notre frère Dani Almeida. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Voici la vidéo pour vous. Terminé. La mort, l'élimination de Saïf Kadhafi, malheureusement, ça marque un tournant dans l'histoire récente de la Libye. C'est pas moi qui dis, on apprend que le 28 janvier 2026, une réunion secrète a eu lieu à Paris, organisée par la France et les États-Unis. Des représentants libyens y ont participé. Tripoli et Benghazi. Ils ont discuté, soi-disant, d'un projet de gouvernement unifié qui exclut les anciens dirigeants et prévoit de partager le contrôle du pétrole, de l'armée et des finances. Cette rencontre à Paris faisait suite à une tournée au Maghreb du conseiller spécial de Donald Trump, Massad Boulos, pour s'assurer, soi-disant, du soutien de Tunis et de l'Algérie. L'élimination physique et brutale de Saïf, survenue miraculeusement, coïncidence, 6 jours après cette réunion, ne ressemble pas à un simple règlement de compte. L'attaque a été soigneusement préparée. Les gares, les caméras ont été sabotées. L'opération a été menée par 4 professionnels. Puis, ces professionnels, une fois avoir éliminé Saïf Kadhafi, ils ont disparu. Ils ont été exfiltrés sans laisser de traces. Rien. Donc, tout montre que cela relève d'un travail de renseignement plutôt que d'un acte de milice locale. C'était des professionnels surentraînés. Les personnes qui ont éliminé Saïf Kadhafi. Et la vérité derrière cette histoire, c'est que même si Beïba à l'ouest et Haftar à l'est sont souvent en conflit, Tripoli et Benghazi partageaient un intérêt commun. Éliminer Saïf Kadhafi parce que le fils de Kadhafi représentait quelque part une menace pour leur accord, pour leurs intérêts, donc pour leur deal. De nombreux Libyens, surtout dans les tribus Wafala, Kadafa et Zintan, voyaient l'époque du fils de Kadhafi comme une période de stabilité et de sécurité. Saïf incarnait pour beaucoup de Libyens cette nostalgie, l'époque de Kadhafi. En 2024, Saïf avait pris ses distances avec Haftar et s'était rapproché des milices de Zintan, remettant même en cause l'équilibre militaire régional. Pour Beïba à Tripoli, Saïf représentait une alternative politique capable de s'opposer aux milices et aux terreaux, ce qui affaiblissait de facto la légitimité de son gouvernement. On se retrouvait donc dans une forme de configuration dans laquelle, tant que Saïf vivait, Saïf pouvait mobiliser l'héritage de son père et rendre tout accord entre Tripoli et Benghazi fragile face à la population. Et malheureusement, aujourd'hui, sa disparition change profondément le jeu politique, le jeu géopolitique aujourd'hui. Le pouvoir se concentre désormais entre Beïba et Haftar. Le gouvernement soi-disant unifié, qui préparerait, c'est pas moi qui le dis, c'est les Libyens, etc., pourra peut-être contrôler le pétrole. Je dis peut-être parce que on ne connaît pas l'avenir, pourra peut-être contrôler le pétrole, l'armée, la banque centrale, tandis que les tribus kadhafistes, privées de leur leader Saïf, devront s'adapter et accepter leur place en position plus faible. L'Algérie, qui soutient traditionnellement Beïba, Tripoli, pourrait voir son influence en Libye menacée. Ah oui. Est de l'Algérie. Le Maroc, au contraire, peut tirer parti de la situation pour jouer le rôle de médiateur et aider même ces partis à intégrer les tribus kadhafistes, renforçant ainsi son rôle régional. Tout est possible. Et au Sahel, l'instabilité pourrait s'aggraver. C'est ça que je crains. Le vide laissé par Saïf
pourrait permettre à des groupes armés de s'installer dans le sud de la Libye et de menacer la région. C'est une hypothèse. Et selon des événements, 2 scénarios sont possibles. Soit il y a vraiment un gouvernement unifié comme ils le disent, qui est annoncé, et la production pétrolière reprend avec des accords migratoires avec l'Union européenne, mais honnêtement, moi je n'y crois pas, je ne crois pas à cette union parce qu'il y a trop de différends entre les 2 camps, Benghazi et Tripoli. Soit les tribus kadhafistes résistent, provoquant sabotage, incidents armés et tensions dans le croissant pétrolier et à Zintan. Mais selon vous, j'ai une question à vous poser. À qui profite l'élimination de Saïf Kadhafi? Parce que la réponse est facile. Lorsque vous regardez les enjeux, elle profite avant tout aux puissances comme la France, les États-Unis, mais aussi aux acteurs locaux comme Babe. L'AES doit se préparer à toute éventualité, même de manière défensive. Cela signifie que l'AES doit bâtir des forces capables de protéger le territoire, même si elle le fait aujourd'hui, de protéger les populations, même si elle le fait aujourd'hui, et les infrastructures vitales sans chercher l'escalade, même si elle le fait déjà aujourd'hui. La dissuasion de l'AES doit reposer surtout sur la capacité à rendre toute agression longue, coûteuse et politiquement risquée pour un adversaire. C'est important ce que je dis. Et un point essentiel dans tout ce schéma, c'est la souveraineté stratégique que l'AES doit maintenir à tout prix. L'AES doit investir dans la légitimité populaire. Un État soutenu par sa population, les gars, est beaucoup plus difficile à déstabiliser. Cela passe par la protection des civils, la justice, la lutte contre les abus et une communication rapide. Ils le font déjà, mais il faut continuer, il faut persister. Et je dis bravo à l'AES, parce que l'AES a compris que la guerre moderne ne se joue pas seulement avec des armes, mais aussi avec l'information, l'économie et le plus important, le temps. L'AES doit se préparer et dissuader. Mais je le dis, je le répète, sa meilleure arme, la meilleure arme de l'AES reste la dignité, l'unité, la légitimité populaire, la diversification des partenariats et une posture strictement défensive. Fallait que je le dise. Ce qui se passe en Libye, faut faire très attention. Faut faire très attention. Il y a un chaos généralisé qui se prépare au niveau du Nord. Je ne suis pas Merlin Pimpin ni Aladdin pour venir prédire des choses, mais je dis que l'AES doit se préparer. Les nouvelles alliances qui sont en train de se créer, il ne faudrait pas qu'on s'appuie sur ces alliances pour croire que nous sommes définitivement à l'abri de tout. L'AES est en danger. L'AES vit un danger permanent. Et moi, je le dis, mesdames et messieurs, ça va beaucoup déranger les gens, mais la population, restez vigilants. Vraiment, restez vigilants. Parce que ce qui se passe en Libye, là, inversons un peu les scénarios. Inversons les scénarios 2 secondes. Vous voyez tout ce désordre qui est en Libye depuis 2011. Imaginez aujourd'hui, on élimine Assimi, Traoré et Tchani. Mais on aura le même résultat au bout de 20 ans. Bien sûr. C'est ce qui a failli se passer au Burkina. Vous croyez qu'au Burkina, il était question de faire un coup d'État et d'imposer directement Damiba au pouvoir? Jamais. Damiba était au Togo, comment allait-il franchir toute cette route pour aller s'installer au pouvoir? L'objectif, c'était de créer le chaos. C'est tout. Rendre le pays ingouvernable, parce que des États ingouvernables, c'est des États faciles à piller. Regardez le cas de la RDC à l'Est. Qu'est-ce qui est gouvernable à l'Est? Rien n'est gouvernable là-bas. Au contraire, les gens ne font que piller, ils s'enrichissent. Malgré ce bidon accord qui a été signé avec les États-Unis, ça n'empêche pas le Rwanda et le 1-23 de piller l'Est, de s'enrichir. C'est le même scénario avec l'AES. Les gens pensent que la tentative de coup d'État qui a échoué le 3 janvier consistait forcément à installer Damiba au pouvoir. Non! Moi, j'ai jamais cru à cette théorie. Pour moi, la théorie parfaite, c'était de s'aimer le chaos. Rendre le Burkina ingouvernable.
Ainsi de suite. Le Niger ingouvernable, le Mali ingouvernable. Diviser, fractionner ces pays. Faire en sorte que les armées se combattent mutuellement. Que les terreaux puissent envahir ville après ville. Qu'il y ait un chaos total et généralisé. Et à la fin, venir avec un drapeau blanc pour dire que bon, nous les Occidentaux, nous sommes prêts à apporter la paix. C'est ce qui se passe en Libye aujourd'hui. On a un monsieur qui était peut-être capable d'unifier la Libye, on l'a éliminé. Mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie de ce qui se passe en Libye? Kadhafi a perdu 4 enfants, hein? 3 en 2011, celui-ci en 2026. Parce qu'il a pensé qu'un jour que la Libye peut être unifiée, on l'a éliminé. Ah non, tu peux pas dire que la Libye sera unifiée. Toi, tu es qui? Et tout le monde est impliqué. Hein. Si vous remarquez bien, la presse traite cette information avec beaucoup de prudence. Si vous constatez bien. Après, on dit qu'il y a une enquête qui a été ouverte. Mais quelle enquête? On vous dit que 4 professionnels sont entrés. On a désactivé les caméras, c'est-à-dire qu'il y a eu une trahison. La trahison. Personne ne va venir désactiver tes caméras s'il ne te connaît pas, mon frère. Là, on va un peu parler de manière facile, en français facile. Personne ne va désactiver tes caméras dans ta maison s'il ne te connaît pas. Il y a une trahison, on l'a trahi. C'est ce qui s'est passé avec Maduro. C'est le même scénario. Moi, j'ai même plus peur de ceux qui sont à l'intérieur que ceux qui sont à l'extérieur. Moi, c'est ce qui me fait peur avec l'Afrique, hein, je vous l'ai dit aujourd'hui. L'Afrique, c'est ça qui me fait peur. Les trahisons internes, c'est ça qui me fait peur. Parce que vous ne savez pas quand vous vous faites trahir. Vous ne savez pas quand ton frère, celui que tu considères comme ton ami, ton frère devient un traître. C'est ça la réalité. Donc, en fait, c'était un plan, un coup qui a été soigneusement préparé. Ils ne s'attendaient pas à ça. Les gars ont donné assurance aux assassins que bon, on va couper les caméras à telle heure. Vous aurez tel nombre de minutes pour entrer dans la maison, l'abattre, repartir, on vous exfiltre. Ni vu ni connu. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas attrapé les assaillants. Aucun assaillant n'a été attrapé. Vous trouvez ça logique? En plus, à Zintan, dans son jardin, je suppose qu'il avait au moins une garde rapprochée. Il était dans un endroit au moins sécurisé. Personne n'a été attrapé. Jusqu'à aujourd'hui, les assaillants sont portés disparus. Ça, c'est une opération des professionnels. Et qui, à part les États-Unis et la France, pour mener ce genre d'opération? C'est ça la vérité. Qui, à part la CIA, la DGSE, pour mener ce genre d'opération? Parce qu'ils sont experts dans ça. Ce sont des opérations HOMO, H-O-M-O. Éliminer la cible. Donc, la cible a été atteinte. Aujourd'hui, nous verrons le résultat. Oui, même le Mossad, tout le monde est impliqué, hein, les chaos. Tout le monde est impliqué dans cette histoire. Après, moi, comme je l'ai dit, la Libye est maudite. Hein. Je pensais pas le dire un jour, mais ce pays est maudit. Depuis Kadhafi, depuis la mort de Kadhafi, j'avoue que la Libye est maudite. Les gars, il faut quand même se le dire. Hein. C'est un pays maudit. Oui, c'est comme si les Libyens sont en train de payer la trahison et le mal qu'ils ont fait à Kadhafi. Parce que rien n'explique ce qui se passe actuellement en Libye pratiquement depuis 15 ans. C'est un pays maudit. Les gens nous parlent de paix. Bon, après, est-ce que Haftar va contrôler toute la Libye demain après-demain? Je n'en ai aucune idée. C'est possible. Aujourd'hui, les forces kadhafistes pourraient s'affaiblir. Haftar pourrait grandir en puissance, se rapprocher encore plus de l'est de l'Algérie. Je ne sais pas. On verra comment ça va se présenter. Mais tout porte à croire que Haftar pourrait diriger la Libye demain après-demain. Je pense que c'est soit son fils, soit lui. Ça, je pense que quelque part, ce n'est même plus une option. C'est une réalité qui se dessine. Ils ont vendu les Noirs. Bah, bien sûr. Ça, je dis, c'est comme si ce pays est maudit, mon frère. Non, mais tout le monde est impliqué. Hein. Tout le monde est impliqué dans l'élimination de ce monsieur. La France, l'Occident, Israël, tout le monde. Tout le monde.
Kadhafi, Tripoli, Benghazi, tout le monde voulait voir ce type-là disparaître. Il gênait. Personne ne voulait voir une idéologie à la Kadhafi revenir. Oh. Mieux diviser et régner. Profiter des ressources pétrolières. C'est aussi ça le but. S'enrichir. Kadhafi avait raison, quelque part, comme tu le dis. Mais les Libyens vont souffrir. Hein. Bref, moi je suis pas venu pour parler trop de la Libye. J'ai pris la Libye comme parenthèse pour dire à l'AES que l'AES, préparons-nous. Préparons-nous. Vous voyez par exemple des médias comme Jeune Afrique qui se lève un bon matin, fait une publication pour expliquer aux Maliens comment les Maliens devraient contourner la censure qui est appliquée sur Jeune Afrique. C'est pas fortuit, hein. Les gars sentent qu'ils ont perdu la guerre informationnelle au Sahel. Ils se rendent compte que la manipulation ne passe plus. Donc ils tentent tout. C'est très grave hein, ce qui se passe. Hein. Les gens minimisent ce qui se passe au sein du Sahel, mais c'est très grave. Les gars sont à bout. Les gars sont prêts à tout pour dézinguer l'AES. Je veux dire, ils sont prêts à tout. Toutes les manœuvres seront mises sur place pour dézinguer cette alliance. C'est ça l'objectif. Alors, l'AES, faut faire comme en Corée du Nord. Non, l'AES devrait s'armer. Lourdement s'armer. Recruter, former beaucoup de soldats. Moi, j'exhorte même les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens à faire des formations, à entrer dans l'armée. Hein. Les gars, je ne sais pas, mais gonflez vos effectifs. Hein. C'est très important ce que je dis. Hein. Gonflez vos effectifs parce que vous êtes vraiment en guerre. Devriez atteindre même, je sais pas, la force unifiée de l'AES devrait atteindre même dans 1 an, 2 ans, un total de 100 000. Vous pouvez, les gars. Vous êtes près de 70 millions hein, d'habitants. Groupés, vous pouvez le faire. Vous devez atteindre même une histoire de 100 000, 200 000 forces unifiées de l'AES. C'est possible. Faut activer la loi martiale dans l'espace AES. Je pense pas. Ça va créer encore plus de désordre. Je pense, hein. La loi martiale, ça va frustrer un peu. Je pense que ça va frustrer plus d'un. La loi martiale n'a pas sa place pour l'instant dans l'AES. Vous avez le contrôle de... Pourquoi tu parles pas du Maroc qui déstabilise le continent pour le compte de la France et Israël? Mais tu as en compte, non? Tu penses que moi je suis là pour parler du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie ou quoi? Moi j'ai d'autres priorités. Il y a l'Afrique qui est là. On a nos problèmes. Vous voulez qu'on parle de vous, mais vous ne parlez jamais de nous. Vous avez des influenceurs, non, qui peuvent parler du Maroc. Moi, je vais venir parler du Maroc et de l'Algérie par rapport à quoi? En Afrique noire, là-bas, nous avons déjà trop de problèmes. La RDC, il y a trop de problèmes. Au Cameroun, il y a trop de problèmes. En Afrique centrale, il y a trop de problèmes. En Afrique de l'Ouest, il y a trop de problèmes. Au Sahel, il y a trop de problèmes. Moi, je vais aller parler de l'Afrique du Nord, que j'ai quoi à foutre avec l'Afrique du Nord. Mais à un moment donné, oh. S'il y a quelqu'un qui veut monter, on monte, on débat quelques secondes et je m'en vais me reposer. Ah, j'ai même pas activé j'ai pas activé les... Comment on appelle ça? Autorisation des demandes d'invités. Excusez, hein, je pensais que j'avais activé. Former beaucoup d'ingénieurs. Alors... Moi, je salue le travail. Alors, je prends mon frère Denis. Oh, je te prends. Tu es le seul que je vais prendre ce soir. Ok, bro, c'est comment, non? Ça fait longtemps. Et je te dis, tu es le seul que je vais prendre. Dis-moi alors, mon frère, dis-moi tout. Non, commençons d'abord par l'exemple que tu as pris. Moi, je disais tout à l'heure en bas, c'est un couteau à double tranchant, c'est un message auto-reverse. Il Ouais. faudrait que les dirigeants qui s'éternisent au pouvoir retiennent que il y a toujours des retombées après. Parce qu'on ne va pas, on peut mourir au pouvoir, mais ceux qui restent finissent par payer les pots cassés. C'est pour parler du cas
du fils de Kadhafi. Il a gouverné la Libye pendant plus de 40 ans, presque 40 ans, d'une main de fer, avec une belle vision dans l'ensemble, mais à l'intérieur, il y avait des fractions. Il y avait des douleurs internes qu'on ne peut On dit qu'on ne te comprend pas ignorer. bien. Oh, vous ne m'entendez pas? Là, c'est Fais mieux? les échos. Ouais, c'est bon, vas-y. Oui. Attends, donne-moi une minute. Donne-moi une minute. Je prends une bonne position. Là, là, tu me reçois mieux. Comme je t'expliquais donc tout à l'heure, il y a des douleurs on peut ignorer. C'est aussi un message à double tranchant, c'est pour tous ceux-là qui pensent gouverner à vie. Le jour que tu pars, il y aura des retombées. Moi, je suis confus. Je ne sais pas si je dois plaider le fils de Kadhafi ou pas. Parce que d'un côté, revenir voir les Kadhafi revenir au pouvoir, certes, la vision du père, nous adhérons tous. Je l'approuve parce que je suis panafricaniste, parce que je vois loin comme il voyait loin. Mais à l'interne, il a laissé des séquelles, il a laissé des douleurs qu'on ne peut tourner du revers, qu'on ne peut oublier du revers de la main. Moi, je pense que c'est une famille qui aurait dû prendre beaucoup de recul sur la gestion des affaires publiques de la Libye. Parce que nous vous avions tout donné, vous avez estimé que la liberté est mieux avec la pauvreté et la misère. On vous laisse dans votre misère. On sort du pays comme les autres, on vit notre vie calmement. Il ne faut pas toujours chercher à revenir. Il n'y a pas de dirigeant ultime, il n'y a pas quelqu'un qui est le seul, qu'après lui, c'est le chaos. Il n'y aura plus personne. Si tu perds la main et qu'il arrive que d'autres prennent le pouvoir, laissez-les faire des erreurs. Maintenant, les observateurs, le peuple vont dire, voilà, ils étaient là, ils n'étaient pas bons partout, mais au moins on avait la paix. Moi, je ne vois pas pourquoi ils voulaient à tout prix revenir au pouvoir. Par exemple, je trouve que, c'est mon point de vue, hein, que peut-être il aurait pu avoir de la grandeur d'esprit et quitter le public, se retirer, observer. Pourquoi obligatoirement revenir? C'est parce que son problème, aujourd'hui, s'il est assassiné, c'est parce qu'il est devenu une force active, vive et une menace pour les intérêts de ceux-là qui ont déstabilisé la Libye. Nous savons tous que la France, les États-Unis et leurs alliés ne pouvaient pas accepter voir le fils de Kadhafi devenir président en Libye. Et pourtant, c'est ce qui se dessinait. Toutes les cloches, toutes les alarmes, les tendances, le peuple, les réactions, les chefs de guerre, on voyait d'un bon œil le fait qu'il peut être l'homme providentiel qui peut réunir les Libyens. Ça, c'est du premier, c'est mon opinion par rapport à la parenthèse que tu as fait sur la Libye. Bon, maintenant pour l'AES, tu viens tu viens de mentionner quelque chose de très important, Dani. Augmenter les foules, les masses, l'armée. C'est à cette jeunesse consciente que nous sommes, que nous représentons, à travers des plateformes comme la sienne, à travers des télévisions, des télés comme la sienne, que ce message devrait interpeller plus d'un. L'AS aujourd'hui, c'est le problème de tous les enfants qui viennent de là. C'est le problème de l'Afrique pour ceux qui sont conscients. Je pense qu'aujourd'hui, que ceux qui sont aux affaires peuvent proposer au peuple de l'AS, par exemple, la formation militaire obligatoire à l'âge de 16 ans, de 16 ans à 18 ans. Qu'au moins, même si on n'a pas 1 million de soldats, mais qu'on ait au moins 1 million de réservistes. Parce que comme tu dis, nous sommes en guerre et nous ne savons pas jusqu'où ça va aller. Et tu le dis si bien et si clair, parce que ceux qui pensent que le problème de l'AS c'est le problème des autres, ils se trompent, le problème de la RDC n'est pas le problème des autres. Chaque fois qu'on va découvrir quelque chose d'important chez vous, dites-vous que la guerre est à côté. Parce qu'ils vont jamais accepter de venir prendre, payer au prix, vous aider à vous développer, que vous soyez comme eux. Non. Leur plan, c'est d'arracher, installer la guerre, la pauvreté extrême et d'arracher. Donc, si les jeunes Africains d'aujourd'hui ne comprennent pas l'importance d'avoir des grandes armées, d'avoir des armées solides, fortes, d'avoir des peuples unis, on n'a rien compris. S'il faut toujours qu'on soit des victimes à venir pleurnicher, c'est à cause, tu vois, par exemple, moi je l'ai toujours dit, je ne suis plus dans la victimisation, je ne suis plus là pour dire que non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ce sont des faits. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Qu'est-ce que je fais? On se dit bonjour par courtoisie quand on fait un échange, ou alors chacun, pendant que tu armes ton fusil, moi j'empoisonne mes flèches, par exemple, parce que je sais que nous sommes des ennemis. Il n'y a pas d'amitié. Nous sommes des coopérants. On peut s'asseoir et discuter sur une table pour des intérêts communs et le lendemain, on se tire dessus.
C'est à nous, cette jeunesse consciente, de prendre acte qu'il est important de participer à la sécurité de nos territoires, à la sécurité de nos pays respectifs et de l'Afrique, et à participer à développer les forces armées, les défenses. L'aide ne viendra pas toujours de la Russie ou de la Chine. Tu l'as toujours dit ici sur ton panel. L'aide viendra de nous-mêmes. Personne ne tombera du ciel pour venir aider les Africains. Les Africains doivent s'aider eux-mêmes. Et comment nous allons nous aider si nous ne prenons pas conscience des enjeux du danger? Peuple africain, jeunesse africaine consciente, réveillons-nous. Là, on n'est pas seulement au grand débat. Là, on n'est pas seulement dit, oui, Dani, tu parles bien. Ça fait depuis qu'il parle bien. Passons à l'acte. Ceux qui ont 18 ans, 20 ans, vous pouvez devenir des officiers de réserve. Une année sacrifiée pour le pays, c'est important. Tu te formes, même si tu n'es pas militaire, au cas où il peut avoir un problème de mort, tu viens porter. C'est votre pays, c'est votre village, c'est le chez nous. C'est pas le chez eux. On ne parle pas du Venezuela, on parle de l'Afrique. Regardez un peu au Bénin aujourd'hui. Au début de ce premier, il n'y avait pas de problème. Hein. Il n'y avait pas de terroristes là-bas. Quand on parlait de l'AS, ils faisaient des lives avec nous, ils parlaient que de tout. Ils disaient toujours que, en tout cas, chez nous, on n'a pas ces problèmes. Aujourd'hui, ils ont le même problème. Dali, ça te rappelle pas quelque chose? Au Nigeria, avec le Cameroun et le Tchad, quand ça a commencé, Boko Haram, Réaction ça a commencé au Nigeria. Et nous, on croyait que nous étions en sécurité. Avec le temps, on s'est retrouvé à avoir des attentats à Marois, des enlèvements au Cameroun, en N'Djamena, on a eu des explosions en N'Djamena. Donc, c'est pas quelque chose, ce n'est jamais loin la guerre. Et on ne contrôle pas l'orientation des balles et des bombes. Nous parlons de la sécurité de l'Afrique, nous parlons de l'avenir de nos enfants, nous parlons de nous. Jeunesse africaine, prenez conscience. On n'a pas deux pays, on n'a pas deux villages. On va beau vivre en France partout, mais notre cœur, nos âmes, nos entailles sont chez nous. Si on laisse ces gens venir s'accaparer de nos tombes, de nos clous, nous n'aurons rien, on n'aura plus où mettre nos corps quand nous partirons de cette terre, puisque nous partirons toujours. Travaillons à sécuriser notre territoire, à sécuriser notre belle Afrique, à participer. Nous ne sommes pas tous obligés de devenir des militaires. Tu peux avoir une belle idée, tu partages avec ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont proches. Arrêtons de combattre. Ça ne va pas, tu acceptes que ça ne va pas, on fait avec. C'est aussi ça la grandeur d'esprit. La grandeur d'esprit, c'est pas seulement de dénoncer que non, il a fait comme ça, il n'est pas bon, non. C'est aussi parfois même d'accepter quand tu as raison. Oui, ils n'ont pas eu la sagesse de prendre des bonnes décisions. Ce sont eux qui sont aux affaires. Je l'accepte parce que c'est mon pays. Acceptez aussi le choix des autres parce qu'ils ne sont pas des divins. C'est des humains, c'est des hommes. Ils peuvent faire des erreurs. Accepter leurs erreurs sans toujours trop les juger. Gérer un pays, c'est pas comme vendre les beignets. Non, il y a beaucoup de décisions qu'on doit prendre tenant compte de tous des aboutissants. Donc, soyons indulgents, acceptons que ceux qui sont aux affaires prennent des décisions pour l'instant. Chacun son tour. Ils partiront tôt ou tard. On parle de chez nous. On parle de nous. C'est pas l'histoire des autres. Ne laissons pas qu'on nous raconte notre histoire. On a raconté à nos ancêtres leur histoire, à leur manière, avec leurs mots. Comment nous allons accepter en 2025 qu'on nous raconte notre histoire à leur façon? Moi, je refuse ça. Participons à raconter notre histoire à notre manière et dans nos langues. Dani, c'est ce que moi j'avais à participer ce soir, parce que tu sais que ton cri de cœur, ça... La vérité. T'as l'impression que beaucoup d'Africains ne prennent pas... Tu sais, il y a 2-3 jours, j'ai produit une vidéo. Mais avant même de produire la vidéo, moi-même j'étais choqué. Donc, j'ai regardé le nombre de pays en Afrique où il y a des conflits, des guerres. Je me suis posé une question, mais à quel moment tous ces conflits ont même démarré sans que même nous le sachions? Aujourd'hui, nous subissons, tu arrives à gauche, tu entends que il y a tel nombre de morts au Soudan, il y a tel nombre de morts à telle à gauche, tu entends qu'il y a telle partition dans tel pays. Je me pose la question, mais à quel moment l'Afrique est entrée dans cette instabilité chronique, dans cette insécurité permanente? Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique est en guerre, et c'est une guerre invisible. Elle est permanente, les gens ne la voient pas, on ne la ressent peut-être pas parce que elle ne touche pas notre maison, elle ne touche pas nos pays. Mais frère, quand la maison de ton voisin brûle, faut faire très attention.
ta maison peut être la suivante. Ça, moi, je dis à un moment donné que, les gars, révérons-nous. Parce que tu vois, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Libye, je ne souhaite pas, mais je ne voudrais pas qu'il y ait encore une instabilité au sud de la Libye, ce qui pourrait de facto affecter des pays comme le Niger. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Alors moi, ça me met un peu Daddy, perplexe. ta vidéo, je l'ai écoutée. Je crois même que je l'ai commentée. Mais par contre, Mhm. où moi, je dis que toi, tu as même eu peur de nous frustrer. C'est que sur toute la carte de l'Afrique, tout est en rouge. L'Afrique n'a jamais eu la paix. C'est ça la triste vérité. L'Afrique n'a jamais connu la paix. On va prendre les pays qui parlent de paix. Commençons par l'exemple qu'on t'a cité tout à l'heure. Il y a un pays qui se dit un pays calme, progressiste et développé. Et pourtant, il a des groupes d'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie. Tu connais les coups d'État. On n'a pas besoin de t'expliquer. Jusqu'aujourd'hui, ils exigent que les vrais Mauritaniens sont gouvernés par des Arabes, ceux qui viennent d'ailleurs. Tu descends, Sénégal, à l'intérieur, il y a la Casamance. Tu connais la Gambie. Ben, on continue à descendre. Hein. Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de rappeler aux autres. Chacun connaît l'histoire. L'AES, Ghana, machin, tout ça, tous les pays africains, même l'Afrique du Sud, est en feu depuis le Mandela au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Ils ne connaissent pas la paix. Il y a des tensions internes. Citez-moi un pays en Afrique qui contient en paix. Le Cameroun a des troubles depuis plus de 20 ans. Boko Haram a déjà fait plus de 16 ans. Boko Haram, c'est plus de 16 ans. Et maintenant, il y a encore ceux qui ont monté à l'intérieur, dont tu connais les sessionnistes. Tu vois, tous les pays, le Congo, il y a un pasteur congolais, le Congo Brazzaville, la République du Congo Brazzaville, il y a un pasteur qui est dans la forêt depuis 2015 avec un groupe de rebelles. Après l'élection du Gérald Mokoko qui est en prison, tu te rappelles? Le pasteur il est toujours en rébellion à l'intérieur du Congo. Donc, tu comprends que la Centrafrique, à peine grâce à le soutien de la Russie, qu'il a essayé de stabiliser les problèmes de division dans son pays nord-sud. Pour l'instant, on essaye de voir comment ça peut aller, puisqu'il y a des tensions au nord, encore le Tchad, au Tchad, il y a des tensions, que ce soit au Soudan du Sud, il y a des tensions. Tu vois que toute cette zone, que ce soit à côté l'Ouganda, qui n'est pas stable, parce qu'il participe à la déstabilisation de la RDC. Tu comprends que toute l'Afrique est en guerre depuis les indépendances, Dani. Nous n'avons jamais eu la paix. C'est pourquoi c'était important des personnes qui devaient nous conduire à pourquoi nous avons une Afrique en feu. Parce qu'on nous a menti, on nous a trompés. Les personnes qui sont allées parler pour nous devant ne sont pas allées parler en tant que des Africains, ils sont allés dans le béni oui-oui. La conséquence, le néo et l'impérialisme. Tout simplement. Donc nous sommes embourbés dans un système qui est comme ce que tu parlais il y a cela 2 jours sur le cas de Epstein, que détrompez-vous, vous ne voyez rien du tout, on vous donne qu'un peu de fumée. Le mystère existe parce qu'on a tout caché en bas. Nous ne pourrons pas, tant que la jeunesse africaine ne va pas comprendre la quintessence de mener le bon combat. Le bon combat, c'est ce que mène l'AES aujourd'hui. La véritable indépendance de l'Afrique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les pays d'Afrique nous sont attachés. Le continent est à feu et à sang. Comment tu peux expliquer le continent le plus riche, le plus grand, avec le plus de réserves, le poumon du monde, soit le plus démuni, le plus appauvri, le plus à feu et à sang? Comment tu peux expliquer? Et de surcroît, on utilise les uns contre les autres pour s'entretuer. Dans nos guerres, il y a combien de personnes qui sont devant? C'est les Africains qui ont les armes devant qui sont en train de tuer leurs propres frères. Oui, on C'est pas les s'entretient entre nous. entre nous. C'est qui le plus bête? À quel moment quelqu'un de dehors va venir me payer, que va tuer Dani? J'accepte, je n'ai pas tué Dani. Et je me vante que j'ai tué Dani. À quel moment? C'est parce que le fond est pourri. Dani,
Nous devons changer la façon de communiquer. Nous devons changer l'éducation. Que ceux qui sont au pouvoir, qui sont dans ce live, qui peuvent t'écouter, je sais que maintenant tu es l'ami de beaucoup de tétés, ils t'écoutent. Que les amis de Dani là qui écoutent, le début du changement de ce problème, c'est le type d'éducation. Changer le modèle d'éducation que vous avez dans vos pays. Instaurer des éducations qui correspondent aux valeurs, qui correspondent à l'orientation, qui correspondent à vos langues, qui vous mettent en valeur, afin que les générations de demain ne soient pas complexées, ne soient pas asservies, qu'ils soient des esprits libres, qu'ils soient des libres penseurs. Tant qu'on aura cette éducation qui est venue d'ailleurs, orientée pour nous asservir moralement, psychologiquement et spirituellement, nous ne pourrions aller nulle part. Le fond, c'est ça. Si on ne change pas la base, le socle qu'est l'éducation, de penser comme un Africain, de réfléchir en africain, de parler en africain, nous sommes toujours attachés. Parce que ce soit la langue, que ce soit ce que nous consommons, que ce soit comment nous réfléchissons, quand un Africain a 100 millions, la première réflexion, c'est d'aller à Paris, Dani. Ce n'est pas aller à Assini, ce n'est pas aller à Limbé, c'est aller à Paris, aller à New York. Tu comprends un peu comment le bas est profond. Quand tu vas là-bas, tu vas laisser au minimum 50% de ce que tu avais. Donc, il y a fuite des capitaux volontaires. À quel moment on se réveille, Dani? C'est beau de parler, c'est beau de dénoncer, mais soyons quand même aussi honnêtes et reconnaître que nous sommes responsables de nos propres turpitudes. Est-ce il faut être professeur en géopolitique pour le reconnaître? Nous sommes asservis mentalement et moralement, nous sommes complexés sur toute la ligne. Dani, comment tu expliques une Afrique remplie de bois partout? On commande les allumettes en Chine, ça vient dans les cartons déjà emballés. Le bois qu'on a découpé, on a mis le sauceur devant, on a emballé, on ne peut pas produire nous-mêmes. Comment tu expliques que notre a checké le manioc séché, maintenant on nous amène ça de Chine? Comment tu peux m'expliquer ça, je comprends. Comment tu peux m'expliquer un président africain par Andrussi pleurer qu'il a besoin de blé pour faire quoi avec? Le pain, c'est notre nourriture, Dani. Il y a combien d'Africains Comment expliquer à un Africain normal que nous importons des milliards de dollars de sucre, de lait, des choses que nous avons chez nous? Mais on dépense tout l'argent dedans. Pénurie de lait, il n'y a plus l'huile, il n'y a plus de ceci, cela. L'huile de palme raffinée qu'on appelle l'huile d'arachide, on met des milliards pour amener ailleurs. L'huile d'arachide, combien de pays en Afrique peuvent produire l'arachide, le blé, le maïs, pour faire de l'huile? Il faut que ça vienne de Chine, de Malaisie, d'Inde, que ça vienne de partout. Comment expliquer ça aux Africains? Et pourtant, nous avons même des méthodes traditionnelles pour extraire de l'huile chez nous. Tu connais, nous étions petits, la grand-mère au village, elle fait bouillir l'huile de palme, on pile, on presse, on met dans l'eau, ça bout, on recueille au-dessus. Après, on chauffe, ça devient de l'huile. Comment expliquer ça? Mais regardez les milliards qui sortent chaque jour. C'est cette dépendance psychologique, mentale et commerciale et économique qui fait en sorte que nous sommes toujours victimes, Dani. C'est aussi simple que bonjour. Réveillons-nous. Posons-nous les bonnes questions, menons les vrais combats. Arrêtons. Tu as remarqué, grâce à toi et tes conseils, j'ai arrêté de critiquer tout le monde. J'ai appris à écouter les autres. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas écouter si tu passes seulement ton temps à critiquer. Tout ce que tel fait, non, pourquoi il a fait comme ça? Il aurait dû faire comme ça. Mais toi-même, tu as fait quoi? On a vu, lui au moins, s'il a essayé. Donner, accepter que les gens échouent, qu'ils essayent, que ça ne marche pas. Accepter. Nous, on veut seulement critiquer. Et cet esprit que nous avons, comme je parlais tout à l'heure de la Libye, cet esprit qu'il y a en Afrique, il y a toujours toujours le leader absolu. Que si ce n'est pas lui, il n'y a plus personne d'autre. Il faut retirer ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un leader absolu en politique. Il y a ceux qui vont venir, qui seront des technocrates,
qui vont venir, ils seront plus accentués dans des réalisations. Ils vont se faire appeler des bâtisseurs. Celui-là va venir, va construire 3-4 stades, il part, l'autre vient, lui, il fait des universités, l'autre vient, il crée des ingénieurs, l'autre vient, lui, il construit des ponts. C'est comme ça, 1+1+1. C'est comme ça que partout ça se passe. Ne croyez pas qu'il y aura quelqu'un que non, par la grâce de tous vos dieux et de tous vos esprits, il aura toutes les bénédictions, il va tout faire. À un claquement de doigts, l'Afrique va devenir le paradis. Non, je l'ai toujours dit, Dani, j'aimerais que mon village soit mon village avec le nécessaire. Je ne voudrais pas que mon village soit Dubaï. Parce que c'est pas la même réalité. Parce que c'est pas le même besoin. Tu comprends? C'est pas le même besoin. Regarde le discours des changements climatiques. Il y a un problème. Le monde aujourd'hui, mais si nous défrichons donc tous nos forêts pour construire des gratte-ciels, dans 50 ans, nous allons respirer quoi? La couche d'ozone par où? Mais est-ce que tu peux penser que dans 100 ans, les forêts là aujourd'hui, qu'on nous appelle les broussards, les pygmées, les hommes de la forêt, peuvent devenir la richesse, la bourgeoisie de demain? Ou on va venir visiter ta forêt pour respirer l'air pur pendant 1 heure de temps, on te paye $100,000? Est-ce qu'à un moment vous avez pensé à ça? Que la lue où vont les choses, avec le taux de développement partout, les gratte-ciels partout, quand ils vont finir de remplir leur monde, dans leur développement d'année, ils auront besoin d'air frais. Où est-ce qu'ils viendront chercher l'air? Et les gens vont payer 100,000 pour se retrouver à Bertois, pour respirer une braise d'air frais. Ah, prends son vol et partir. Tu payes un visa d'abord 250,000, tu payes 100,000 pour respirer. Vrai, sois lucide, Dani, ne ris pas. Sois lucide. Dans 100 ans, ils ont les gratte-ciels partout. Ils ont même des gratte-ciels de 700 mètres, je ne sais pas, de 7 kilomètres. Nous, on les regarde seulement. Ils vont respirer quoi? La forêt, là, les broussards d'hier seront les milliardaires de demain. Donc, nous pouvons capitaliser partout, mon frère. Nous pouvons capitaliser avec la forêt. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je ne voudrais jamais qu'Obala soit comme Paris, que Yaoundé soit comme New York. Yaoundé doit être Yaoundé, tant qu'il subvient aux besoins des Yaoundéens. C'est tout. On n'a pas Tu m'as besoin jamais d'être vu comme les autres pour se comme les pouvoir autres. développer. Voilà. Voilà. C'est pourquoi tu m'as jamais vu voir les débats qu'on veut les autoroutes, machin. Je vais voir les autoroutes pour voir quelle voiture. On a même pouvoir d'achat. Dans mon pays, il n'y a pas le carburant. Je envoie les Bugatti et consorts. Je mets que le carburant avec quoi? Combien de personnes sont propriétaires? Soyons logiques, les gars. Parfois, nous menons des faux combats pour rien. On perd des années de temps à se chamailler, à se bagarrer. Et pourtant, la vérité est simple. Nous refusons nous refusons d'accepter notre état, de nous contenter du peu que nous avons. Nous vivons avec un rêve qui est au-delà de notre réalité. Arrêtons de rêver jeunesse africaine. Acceptons-nous tels que nous sommes, avec fierté, avec détermination, avec conviction. Je n'ai pas peut-être le blé, mais moi j'ai le sorgho. Je n'ai pas peut-être le blé, mais moi j'ai le mil. Je n'ai pas peut-être le blé, mais moi j'ai le maïs. Je n'ai pas peut-être le blé, mais moi j'ai la patate douce. Je n'ai pas peut-être le blé, mais moi j'ai le manioc. Dani, est-ce que tout ce que j'ai cité là pour faire du pain ou pas? Bien sûr. Alors pourquoi j'irais manger le blé? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Et surtout que nous avons des ingénieurs agronomes en Afrique qui vous disent tous les jours comment fabriquer du pain bio. Si tu manges le manioc bien bouilli le matin avec de l'avocat, c'est pas un petit déjeuner? Tu es obligé de manger le poisson non préparé, on va te dire que le saumon, tu es obligé, ce n'est pas ta culture. Je ne suis pas japonais. Pourquoi il va manger le poisson cru le matin? D'où moi je viens, le petit déjeuner doit être consistant parce qu'on doit aller défricher, c'est l'avocat avec le manioc, tu bois de l'eau, tu peux au tu es fort. Je suis pas En obligé de gros, manger le poisson cru. le travail, il est interne, hein, il est psychologique, il est mental, hein. Le problème de l'Africain, c'est ça à l'intérieur. Il faut, comme tu l'as dit, hein, il faut rééduquer beaucoup d'Africains parce que certains sont déjà éveillés, sont conscients. Moi, je n'englobe pas tout dans la masse des cerveaux compressés par l'Occident. Il y a déjà une bonne partie qui comprend déjà les enjeux, mais l'autre là, je pense que ça... Tu sais, moi, je vais un peu être radical, hein, Don.
Mhm. L'Africain, ça doit passer par la brutalité, frère. Je te dis, non. Frère, faut qu'on... Arrêtons la diplomatie, là, je te dis. La diplomatie, elle est bien, mais l'éducation de force, l'éducation, là, ça doit passer par la brutalité, frère. Je te dis. L'Afrique peut pas être unie. Moi, je dirais toujours, on peut pas prétendre être uni avec autant de divergences. Je veux pas être pessimiste, hein, mais il faut parfois le chaos là-bas chez nous, là, pour que l'ordre soit établi. Je te dis la vérité. Parce que l'Afrique, ça ne va pas, frère. Quand tu écoutes certaines personnes s'exprimer, tu prends par exemple le cas de l'AES. J'ai regardé la vidéo d'un, je vais pas citer la nationalité de la personne, mais j'ai regardé la vidéo de quelqu'un qui se moquait du paysage du Mali en disant que oui, mais le Mali, depuis l'avion, vous n'avez même pas de building comme aux États-Unis. J'ai dit, ah, l'Africain, l'Africain. Quand est-ce que le Noir va-t-il comprendre? Quand le Noir va-t-il comprendre que lorsqu'il sort de l'Afrique, il est vu comme un esclave, Chagui? Le Noir n'est pas respecté, hein, parce que tu prends les gens qui combattent l'AES matin, midi, soir, ces Africains-là. Quand vont-ils comprendre qu'aux yeux du blanc, eux-mêmes sont considérés comme des nègres, des esclaves? Donne-moi un popo, s'il te Nous n'avons plaît. même, pour eux, nous n'avons même pas la place dans la société, Don Pépé. Non, Je te dis la mets un vérité. popo, reste un peu sur le Mali. Mets un peu pause. On va mettre une Oui. petite lumière sur le Mali ce soir. Tu sais, beaucoup des Africains ne connaissent pas l'histoire. Les gens, quand on parle du Mali, ils ont toujours cette vision du pays désertique. Mais détrompez-vous, est-ce que les Africains connaissent même l'intensité des richesses dont le Mali est propriétaire? Le premier facteur qu'il faut aujourd'hui qu'en Afrique, on n'est pas beaucoup mort des pandémies et des épidémies qui ont secoué le monde du XXe siècle, c'est parce que nous avons mangé nos viandes. Le Mali est un grand producteur de bovins. La viande qu'on mange partout en Afrique de l'Ouest, là, jusqu'en Afrique centrale, vous croyez que ça vient d'où? Ça vient du Mali, du Niger et du Tchad. Ah oui. Et en dehors de ça, vous croyez qu'il n'y a que la RDC qui est producteur d'or? Le Mali est l'un des premiers gros producteurs d'or en Afrique. C'est parce que pendant des années, la France volait leur or, ça sortait, personne n'était au courant. Mais laissez-moi vous dire qu'ils sont gros producteurs d'or. Le Mali, le Burkina, le Niger ont des stocks d'or que qu'il n'y a même pas en France. À l'heure que je vous parle. Ils sont des grands producteurs d'or. Alors, un pays qui a des richesses, qui a du gaz, qui a du pétrole, le Mali, dans le Sahara, la zone du Mali et du Niger, est-ce que vous connaissez que ceux qui sont cultivés ici, allez sur Google, tapez les richesses du Sahara, du désert du Sahara, regardez la partie où on dit qu'on estime qu'il peut avoir des billions de tonnes de pétrole, de gaz et consorts. C'est le Mali, c'est le Niger. Allez, regardez, c'est pas un pays pauvre. Ce n'est pas un pays pauvre. Si pour vous, la richesse d'avoir les buildings, c'est à vous dire que comme New York, c'est votre problème. Donc, Maliens, soyez-vous fiers. Nous, on connaît qui vous êtes et que vous soyez, même si vous n'aviez rien, même s'il arrivait aujourd'hui que le Mali n'a rien. D'abord, moi, j'ai une position particulière avec le Mali. Moi, je suis Camerounais, Dani. Au Cameroun, nous, on a la libre circulation avec le Mali, depuis Aïdjo, depuis le premier président. Donc, c'est pour nous, le Mali, c'est le Cameroun. Je suis même surpris pourquoi notre président n'a pas intervenu dans le conflit au Mali. Parce que le Mali vient au Cameroun avec sa carte d'identité, le Cameroun va au Mali avec la carte d'identité, donc c'est mon pays, c'est mon pays frère. Nous, les Camerounais ne vont jamais cracher sur la douleur des Maliens. Ils sont les bienvenus au Cameroun depuis plus de 40 ans. Les gens qui pensent que le Mali est un pays pauvre, vous détrompez-vous. Le Mali n'est jamais un pays pauvre. C'est un pays rempli de richesses. Et ils n'ont pas besoin de venir vous chanter qu'on a des richesses, puisque c'est à cause de ces richesses qu'on veut les déstabiliser. C'est à cause de ces richesses que depuis la nuit des temps, on les maintient dans la pauvreté, dans la précarité et dans des guerres. Comment vous pouvez expliquer que la plus vieille bibliothèque du monde, des gens sont venus, ils ont tout cassé, ils ont tout détruit. Bon, pour quelle raison? Boutou. Mais on est venu tout détruire, on a tout cassé, on a tout brûlé, pour quelle raison?
Vous connaissez une université qui avait des archives comme celle qu'il y avait au Mali? Il n'y en avait aucune. C'était la plus vieille université au monde, avec des archives, avec des vérités incroyables. Ils ont tout détruit. Le reste, ils ont volé, gardé dans leur chambre là-bas, partout, partout. Dans 50 ans, ils vont exposer comme ils ont l'habitude dans leur musée que, oh, ceci, cela, au tableau de telle valeur, comme on a dit avec la couronne qu'on a volée dernièrement, 800 millions d'euros. Non, 800 milliards d'euros. Eh, Et Dati, ils n'ont même les pas gens là encore me retrouvé dépassent. ça, vous. Et ils nous disent qu'ils ont arrêté les voleurs. Ils me dépassent. 800 milliards d'euros, une couronne. J'ai posé la question, c'est le sang de Dieu qui est sur ça, avec les pierres volées en Afrique. Ils ont donné la valeur. On ne se moque pas de vos copains, c'est que c'est quand même surprenant. Une couronne qui a des diamants, il n'y a pas de diamants sur vos terres. Ce sont nos diamants. Vous avez donné la valeur 900 milliards d'euros. Donc je suis resté devant mon téléphone, Dani. Le courant de commenter, je n'avais pas. J'ai seulement regardé ces histoires de la terre. J'ai vu quelqu'un pleurer que remettez-nous les couronnes. Hein? Il a pleuré quoi? Qu'on leur remette la couronne du royaume. Quelqu'un que vous avez décapité sur la place publique. Vous avez coupé comme les insectes. Vous pleurez ces couronnes. Ils se foutent de qui, Dani? Ils nous prennent pour des fous, des bêtes, des cons. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ces gens nous regardent. Vous avez décapité votre roi. Fait un grand livre avec, fait un grand thème, la Révolution française. Aujourd'hui, on voit le casque qui ne servait à rien, qui avait même les pierres volées. Vous venez encore pleurer que, oh, 900 milliards d'euros. Une couronne de 900 milliards d'euros d'année. C'est le sang de Dieu qui avait sur ça. 900 milliards d'euros. Et les journalistes étaient sérieux. Hein? Non, la couronne de ceci, valeur estimée 900 milliards. Il dit, hé, Zambé. Les gars, s'ils font comment pour calculer l'argent, c'est l'argent qu'on cherche ou c'est seulement l'argent à 900 milliards d'euros. Bon, qui nous exprime, on parle pas la chose. Revenons sur notre truc. Dani, je suis partisan de la dictature. Tu sais que je n'ai jamais été démocrate. Je t'ai toujours dit que je ne serai jamais, jamais démocrate. Parce que la démocratie est le premier virus qui a détruit la planète. Dès que nous nous retrouvons à 5 et que chacun a le droit de dire ce qu'il pense, c'est gâté. C'est gâté. Si nous allons dans cette pensée, Dani, tu as le droit de penser que le fils de Kadhafi est un sauveur. J'ai le droit de penser que c'est un truand. L'autre a le droit de penser que c'est un criminel. L'autre a le droit de penser qu'il doit mourir. Puisqu'on ne va jamais s'accorder, nous sommes 5. C'est 5 avis divergents. Donc, nous sommes condamnés à nous diviser. Les opinions seront toujours opposées. Est-ce qu'il y aura la paix entre nous? Je ne pense pas. Elle sera très difficile et le prix sera très lourd. Donc, la démocratie est un problème. Et remarque, depuis qu'on nous a imposé cette idéologie en 1990, beaucoup de guerres sont nées en Afrique. Parce que ce que les gens oublient, Les pendant les tensions, les indépendances, conflits internes. merci, pendant les indépendances, avant, pendant et après, l'Afrique n'était pas un terrain de démocratie. On avait notre modèle démocratique régi par nos rois, où le roi gouvernait avec ses notables et consorts. Il prenait des décisions après consultation de ses conseillers. Et ça marchait bien. Mais quand on est venu dire au chef d'État que non, vous devez installer la démocratie, la liberté d'expression, le multipartisme en 90, tout est parti en vrac. Tout est parti en ville. Aujourd'hui, chacun se lève. Moi, je suis surpris quand je vois même il y a des courageux en Afrique. C'est le seul continent où je vois les gens aller à la télévision nationale. Tu peux imaginer ça en France. Tu peux à la télévision nationale, tu peux insulter le parti intime d'un président. Tu as vu ça ou en dehors de l'Afrique? Un homme politique va à la chaîne nationale, il tape, il parle fort, il dit que tel c'est un bordel, il sort des trucs incroyables. Dans mon gouvernement, Dani,
Toi, le journaliste qui t'a reçu, la chaîne de télé, vous disparaissez sur pas. On nettoie tout. Je déterre la télé et vous deux. On creuse un trou pour vous me regardez. On ne parle plus. Elle n'a jamais existé. Parce que la démocratie est une plaie. Je ne serai jamais démocrate. Et s'il fallait voter un jour pour qu'on rentre dans les royaumes, je te jure, Dani, il serait plus bénéfique pour nous qu'on choisisse un sang royal. On dit, voilà, c'est le roi de l'Afrique centrale. Royaume Congo. On dit, tu es le roi. Maintenant, chaque province est c'est un royaume fédéral. Les provinces et les pays sont des fédérations. Chacun gère sa région à l'intérieur. Là-bas, il y a les élections. On a le roi. Nous serons plus respectés et considérés. Parce que l'autorité du roi sera au-dessus de toute chose. On voit la pauvre en Angleterre, Dani. Est-ce qu'on doit aller chercher loin? On voit en Belgique. On voit en Espagne, malgré les difficultés, ils bataillent, mais ils conservent leur royaume. Leur royaume. Pourquoi nous n'apprenons pas? Dani, la Chine s'est développée avec la démocratie. La démocratie là-bas. La Russie s'est développée avec la démocratie. Jamais. À Cuba, il y a la démocratie. Mais ça fait 60 ans. En Corée du Nord. Mais pourquoi tout le monde qui se démarque ne connaît pas le mot là? Pourquoi tous qui chantent, qui avancent, ne connaissent pas le mot démocratie? Pourquoi? Parce que la démocratie est un problème. Tu as raison. Il faut des dictateurs féroces. Quelqu'un qui va débarquer un matin pendant que vous dormez. Il a mis ses effigies partout, dans toute la ville. Comme Bokassa, empereur Dani Ier. Vous faites avec. Vous vous réveillez le matin, dans tous les journaux, dans toute la presse écrite. Tu me suis proclamé empereur. Tu es empereur. Empereur Dani Ier. Vous faites avec. C'est interdit de débat. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Il n'y a pas que vous asseyez les bas, on ferme tout. L'empereur a dit qu'on doit à 17h. À 17h, tout le monde est au lit. Tu décrètes d'abord qu'à pendant ton pays, maintenant, tout le monde se réveille à 5h. Le travail commence à 5h. Donc, tu les enlèves l'esprit qu'ils doivent dormir, faire la gaz matinée pour aller faire commenter au bar. 5 heures, tout le monde est debout. On nettoie d'abord les maisons, on fait les travaux ménagers ensemble avant d'aller au boulot à 6h00. Et à 17h, tout le monde est au lit, le pays dort. Ton armée est dehors pour contrôler tout. Ils vont lire, ils vont comprendre que le pays est gouverné. Pas de scène de télé que débat télé, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de débat télé. La télé, c'est pour faire rire les enfants. C'est tout. Et on montre que les dessins comme Kirikou, les Karamba, il n'y a pas les Dragon Ball, il n'y a pas les histoires des télénovelas, on ferme toutes les conneries. Il n'y a pas d'alcool qui vient de l'eau, La, pas de la, té- cassette, on boit que le matango. la Avec le télé, c'est pour bilibili. faire quoi? La télé, c'est... Ça, c'est la punchline de l'année. La télé, c'est pour faire rire les... Mais bien sûr, c'est pour faire rire les enfants. On va les utiliser Ça, pour faire quoi? J'étais pas prêt, bro. On n'a pas besoin, nous n'avons pas besoin des informations du monde. Ils ne nous servent à rien. Nous sommes bloqués. On vit entre nous, à notre assis. Ah, les gars, C'est comme ça. Et que, je te dis, on vient à notre assis. Tu veux échanger avec nous, tu viens au port. Tu dis, je veux ceci. On te dit, OK, on a besoin de telle chose. Donne-nous, tu prends, tu pars, c'est fini. Pas d'argent. Tu as l'argent pour, tu fais quoi avec l'argent? C'est comme ça. C'est comme ça qu'on peut changer le continent, là. Avec des idéologies fortes et cruelles. Parce que si l'idéologie est douce, Dani, dans la douceur, les rébellions vont se naître. Plus Napoléon a fait comment pour devenir un grand empereur? Il a imposé sa mauvaise vision. Et quelqu'un qui a fait des mauvais choix, qui a pris de mauvaises décisions. Moi, aujourd'hui, on le retient comme une histoire, comme étant un grand stratège. Et pourtant, ces stratégies, aucun général ne validait. C'était risqué, il perdait beaucoup de personnes. Ça, on ne voit pas. Quand les gens lisent les histoires, ils ne regardent que ce qui les plaît, ce qu'on met en avant, mais ils ne regardent pas ce qui est écrit en bas en noir. Beaucoup de ces stratégies étaient contestées par ces généraux et il accumulait beaucoup de pertes. En tant que vrai militaire, il n'aurait pas dû prendre ce type de décision. Comme aller attaquer la Russie en plein hiver.
Beaucoup avaient dit non, ce n'est pas une bonne idée. C'est la même chose qui a tué l'Allemagne naziste. Aller ouvrir un front où on ne peut pas maîtriser la température. Tu vois, donc il n'y a aucun grand qui est devenu grand en donnant du charbon aux gens. Si tu donnes le charbon aux gars, les gars vont prendre le poids, ils vont devenir costaud, commencer à taper comme Ganou. Ils vont te dire que je tape les gens pour vivre. Parce que tu les as trop nourris. Il faut les priver des libertés qui nuisent, comme les télévisions, les novellas. Dani, regarde notre enfance. Regarde la télé de notre enfance. Moi, je suis un peu ton aîné. La télévision que moi j'ai connue, le début des télévisions. Regarde la télé d'aujourd'hui. Il n'y a pas match. Nous, on se réunissait les vendredis soirs, les samedis pour voir les Tortues Ninja, les Lucky Luke et consorts. Eux, les enfants, aujourd'hui, même le lundi, ils te regardent les Dragon Ball, ils te regardent, ils jouent à la PS, ils sont dans les délires pas possibles. Ils ont des documentaires à la télé où les hommes, les enfants embrassent les enfants, les garçons embrassent les garçons. Tu t'attends à quoi avec une société comme ça? Elle est démembrée. On a déconstruit la société civile. C'est normal, un enfant comme ça va grandir comment? Il va grandir avec des bleus, il aura toujours des trous dans l'esprit. Parce que c'est devenu normal pour lui de voir certaines choses, il va aussi aller faire ça avec ses camarades. Donc, ce genre de télé, on n'en a pas besoin, Dani. On met la télé que pour les enfants, pour les distraire. On met Karamba la sorcière, on met les rois Léo, tout ce qui reste à la culture africaine. Les histoires de nouvelles sont bannies. Le journal télé, on ne veut pas. Les informations du monde, on s'en fout. Si Dieu veut, si la lune veut, même elle vient sa barque sur le reste du monde, on s'en fout. On se déconnecte d'eux. On vit en autarcie. Et nous, nos parents ont vécu comme ça, Dani. Nous pouvons vivre en autarcie sans rien attendre de l'extérieur. Nous avons de l'alcool traditionnel. Nous ne sommes pas obligés de boire le champagne. Nous ne sommes pas obligés de boire les bières. On peut boire le vin de palme, le vin de raffia, le vin de blé, le surui. On a au moins 40 façons de faire le vin en Afrique. On attend quoi de Dani? Réellement, on attend quoi? Tu as oublié de manger le camembert? Tu as oublié de manger le saumon? Est-ce que chez nous, on mange le poisson cru? Il y a vraiment quoi qu'on cherche dehors, Dani? Qu'est-ce qu'il y a De toute façon, d'extra qu'on nous ramène? les solutions viendront pour l'instant par la sensibilisation parce que c'est tout ce que nous pouvons faire à notre niveau, hein. On sensibilise, on essaie de répondre aux questions les plus difficiles. Maintenant, c'est à nos dirigeants de les implémenter. Mais de toute façon, dans cette vision que tu décris si bien, l'AES est quand même bien parti, hein. Il y a certains pays africains en dehors aussi de l'AES qui s'en sortent déjà pas mal, faut le reconnaître. Bon, il y a aussi une bonne partie là qui sont encore dans l'obscurité. Tu vois un peu. Ah, je pense que ça pourrait aller, hein. Après, je ne sais pas quand. Je reste positif, mon frère. Je reste optimiste en même temps. Donc, voilà. En attendant, moi, je vais te laisser. Mon gouvernement m'a signalé que mon temps de liberté est fini. Moi, je suis quelqu'un de Ouais, soumis. moi-même, je Et vais. donc, Tu quand étais même, mon guest, là. Tu étais mon guest pour ce soir. voilà. Donc, Voilà. j'y vais. Donc, laissons les Africains dormir et que chacun rentre dans ses occupations. Ouais, moi aussi me Les reposer gars, ce soir. soyez bénis. Bonne nuit tout le monde. On se dit à demain pour un live. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo du début jusqu'à sa fin. N'hésitez pas de vous abonner, les gars. Likez, partagez, mettez vos avis dans les commentaires. Vous savez, il faut aller regarder les documentaires diffusés sur la Libye pour comprendre quelque chose. Les Libyens aujourd'hui vont pleurer. La façon dont l'Afrique subsaharienne pleure, la façon dont les pays de l'AES ou bien les pays francophones pleurent, ou bien en général les pays de l'Afrique subsaharienne, la façon dont ces pays pleurent, c'est de la même manière que la Libye pleure aujourd'hui après Kadhafi. Au moins, vous, chez vous, par le passé, même si c'est Kadhafi qui était au pouvoir, au moins on subventionnait tout ce que vous consommez. L'électricité, l'eau, le carburant, quasiment gratuit. Je suivais un documentaire sur Venezuela et avec 2 dollars
tu peux t'acheter jusqu'à 25 litres de carburant. Jusqu'à 25 litres de carburant. Renseignez-vous dans vos pays. Le carburant à combien aujourd'hui? Et ça, c'est très élevé, ça. Hein? Avec les 2 $, mais 2 euros, c'est beaucoup élevé pour eux. Ça. C'est-à-dire que quoi? L'État reversait au moins une part de leur argent de pétrole. Mais chez nous, est-ce que c'est le cas? Pas du tout. Pas du tout. Au Libye, également, quand le guide libyen était en vie, c'était la même chose. Hein? L'électricité, l'eau, courant, presque gratuit pour les Libyens. Et également, on subventionnait les produits. Tu peux aller au supermarché, te procurer des produits, des denrées alimentaires à moindre coût. Puisque ce qu'on a besoin pour vivre là, l'État subventionnait ça. Et vous avez éliminé naïvement, vous avez contribué naïvement à l'élimination de votre guide. Aujourd'hui, regardez comment vous souffrez. Regardez comment vous souffrez. Regardez comment vous souffrez. Nous, on n'a pas eu cette chance d'avoir des présidents patriotiques. Nos pays là, ce sont des gens qui sont là et qui ont peur. Vous savez, Kadhafi disait dans un entretien qu'il a été trompé par l'Occident parce qu'on lui a convaincu de ne plus continuer avec ces histoires d'armes nucléaires. En 2003, je ne sais pas si je me souviens bien de la date qu'il avait donnée. En 2003, on lui a dit non, de signer un accord, il n'a qu'à laisser l'arme nucléaire et tout. Mais c'est par après qu'il a su qu'on lui a trompé. Parce que quand on a commencé maintenant à combattre ce dernier, il dit ah, si, ça allait continuer avec mon programme nucléaire là, mais ce sont des gens qui m'ont dit, toujours les Occidentaux qui m'ont dit non, on ne fait pas. Mais aujourd'hui, maintenant, il me poursuit de gauche à droite. Il a appelé aux Libyens, n'écoutez pas les Occidentaux, ce sont des menteurs, ne suivez pas les médias, ce sont des menteurs. Maintenant, aujourd'hui, vous payez. Et naïvement, peut-être le fils, connaissant bien le système, et un candidat potentiel qui a dit qu'il peut remporter les élections, est éliminé. Parce que lui, s'il vient là, c'est papa direct. Il fera comme son papa. Peut-être redonner encore vie à son pays. Mais il est parti. Nous sommes comment même? C'est rare de voir ces conneries en Europe. Hein, où on élimine des présidents parce que bizarre, ou bien des candidats comme ça, bizarre. Chez nous, c'est que nous commettons des. C'est bizarre quoi. Regardez comment les terreurs qu'on attrape au niveau du Sahel. Regardez comment ces petits se comportent. On t'appelle quelque part, tu vas, on te donne quelques billets de 10 000, on te remet des armes, va, tire, et tu tires. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi? Les gars, prions pour nos pays. Hein? Prions pour nos pays. Est-ce qu'un jour on sera libéré? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'un jour on sera capable de se libérer? Au jour le jour, il y a toujours un frère africain qui doit saboter la lutte, saboter son frère, c'est-à-dire détruire le plan mis en place par toute une équipe pendant des générations, pendant des années. Est-ce que ça va changer un jour? C'est une malédiction pour le continent? Ou bien c'est juste, on tombe toujours sur des apatrides, des gens qui ont des haines pas possibles contre leur pays. Prenez soin de vous, priez pour vos pays. Merci. L'analyse a été pertinente, a été claire. Vous pouvez maintenant, comme les disent les Anglais, decipher, ok? Tu peux filtrer maintenant les commanditaires de secours. Bye bye.